bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. On est samedi 30 septembre, installez-vous bien confortablement et c'est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Avant toute chose et avant de commencer cette vidéo, je vous propose de vous faire un petit bilan récap de mes lectures de septembre. J'ai vu que c'était Doris qui le faisait, je vous mettrai son compte en bas et j'ai trouvé que l'idée était plutôt sympathique, donc je vous reprends juste après ce petit bilan et puis je vais aussi en profiter pour aller chercher mon fils qui pleure. Voilà, je vous reprends juste après. Pour ce mois de septembre, j'ai lu au total 6 livres et j'en ai écouté un à l'audio, donc ça nous fait un total de 7 livres pour ce mois. C'est pas énorme, mais comme je vous le disais, le mois de septembre a été assez chargé, aussi bien professionnellement parlant que personnellement parlant, donc j'ai pas eu énormément de temps pour lire. Donc parmi les découvertes du mois, j'ai découvert une nouvelle saga de Cozy Mystery. Donc Les Trois Dahlias de Cathy Watson. Vraiment c'était une belle découverte, mais j'avoue que je reste un peu sur ma faim, j'attends de voir ce que ça va donner pour le reste de la saga. Deux déceptions ce mois-ci. La première, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, donc qui raconte l'histoire d'une garde cimetière en Bourgogne. Je comprends l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre, mais malheureusement, l'ambiance trop pesante, ça ne l'a pas fait du tout avec moi, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Et l'autre déception du mois, c'est Madame Mort a disparu, qui est aussi ma lecture audio. Et là, on est sur une nouvelle saga de Cozy Mystery, une saga de Cozy Mystery polonaise. Et c'est pareil, grosse déception pour moi, je ne continuerai pas la saga. Ensuite, très bonne lecture, le tome 3 de Blackwater, La Maison. Très bonne lecture parce que pour l'instant, je pense que c'est mon tome préféré. C'est un tome explosif qui nous met l'eau à la bouche pour la suite. Deux excellentes lectures. La première, Le Chant des Innocents de Pier Giorgio Puglisi, mais c'est pas une surprise pour moi. Je savais que j'allais aimer et c'est effectivement le cas. Donc on est sur le préquel de la saga du commissaire Vito Strega et ça a été vraiment un excellent moment lecture. Autre très bonne surprise de ce mois, c'est Le cœur singulier de Millie Davis de S.I. Armand. J'en attendais beaucoup et pour le coup, j'ai été entièrement satisfaite par cette lecture, donc je suis bien contente. Une grosse brique, mais qui se lit très très rapidement. C'est vraiment un livre à découvrir. Et autre belle surprise, alors on n'est pas sur un coup de cœur, on n'est pas sur une excellente lecture, mais c'est une belle surprise, c'est le premier tome de la saga Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, qui est donc une saga de New Romance, qui est presque de la dark romance, hein, je pense qu'on peut le classer comme ça. Et donc on est sur la réécriture du célèbre mythe d'Hadès et Perséphone, et ça fonctionne vraiment pas mal. J'espère que ce petit bilan du mois de septembre vous plaira. Bon, si vous suivez ces carnets de lecture, rien de nouveau sous le soleil, hein, ce sont vraiment les lectures qui m'ont accompagnée sur les derniers carnets, mais ça n'empêche que ça vous permettra d'avoir un aperçu un peu plus macro, on va dire, de ce que j'ai pu lire sur le mois de septembre. J'espère que ça vous aura donné quelques idées de lecture également. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et sinon, moi aujourd'hui, je vous prenais en vidéo pour une raison assez simple, c'est que j'ai un petit paquet à ouvrir avec vous. C'est donc une réception qui me vient de chez, je pense que vous verrez, Gallimard. Il s'agit de la masse critique de Babelio. Donc j'ai participé et donc j'ai été retenue pour lire un roman de chez Gallimard. Et je suis assez contente parce que du coup c'est la collection NRF. Et j'aime beaucoup la collection NRF de chez Gallimard. C'est donc un roman de la rentrée littéraire, Naufrage de Vincent Delecroix. Il est tout petit. Je sais pas si... j'ai la... Hop. Le petit papier de presse là, voilà. Il est tout petit. Je pense qu'il est vraiment... il fait... Ah ouais, il fait 140 pages. Il est vraiment tout petit, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si petit. C'est un roman de la rentrée littéraire, donc de chez Gallimard, collection NRF, qui me tente beaucoup. Il y en avait deux chez Gallimard qui me tentaient pas mal. Il y avait Naufrage de Vincent Delecroix et il y avait Panorama de Lilia Hassen également.
Je vous lis la quatrième peut-être, tant qu'à faire. On aurait voulu que je dise, je le sais bien, on aurait voulu que je dise, tu ne mourras pas, je te sauverai. Et ce n'était pas parce que je l'aurais sauvé en effet, pas parce que j'aurais fait mon métier et que j'aurais fait ce qu'il fallait, envoyer les secours. Pas parce que j'aurais fait ce qu'on doit faire. On aurait voulu que je le dise, au moins le dire, seulement le dire. Mais moi j'ai dit, tu ne seras pas sauvé. En novembre 2021, le naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche a causé la mort de 27 personnes. Malgré leurs nombreux appels à l'aide, le centre de surveillance n'a pas envoyé les secours. Inspiré de ce fait réel, le roman de Vincent Delecroix, œuvre de pure fiction, pose la question du mal et celle de la responsabilité collective, en imaginant le portrait d'une opératrice du centre qui, elle aussi, aura peut-être fait naufrage cette nuit-là. Personne ne sera sauvé et pourtant la littérature nous permet de donner un visage et une chair à toutes les figures de l'humanité. Bon, clairement, je pense qu'on n'est pas sur un roman très très joyeux, on est sur quelque chose d'assez grave, d'assez complexe, mais complètement dans l'air du temps. Donc je suis bien contente de découvrir ce roman qui va m'accompagner sur le mois d'octobre. Je ne vous ai pas présenté ma palle ou ce que je pensais lire au mois d'octobre. Je pense que j'en ferai peut-être un petit short, une petite vidéo short, là, vous savez, sur YouTube. Comme ça, vous aurez un petit récap des livres que je pense lire au mois d'octobre. Mais en tout cas, celui-ci va en faire partie, c'est sûr, puisque je vais avoir un mois, je crois, pour le lire. Et le chroniquer. Voilà. Il est paru le 17 août. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, paru le 17 août. Bref, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous laisse là et puis je vous reprends plus tard dans la semaine. Hello, en ce mercredi matin, je voulais vous montrer mon bulletin de la bibliothèque que je ne vous ai pas encore montré. Je suis installée ici pour travailler et donc du coup, avant de démarrer, j'en profite pour vous montrer tout ça. Donc j'ai d'abord pris Peur bleue de Matou. Je crois que c'est le premier roman graphique de l'autrice et de la dessinatrice que je lis. Je l'ai lu hier, donc je vous en reparlerai, mais c'était une chouette découverte. Je vous montre un peu les dessins. Voilà. Hop, je vous en reparle. Ensuite, j'ai pris Céleste, bien sûr Monsieur Proust, de Chloé Cruchaudet. Alors visiblement, j'avais pas fait attention, mais c'est une première partie, donc il doit y avoir au moins 2 parties pour ce roman graphique-là. Chloé Cruchaudet, j'avais lu Mauvais genre de cette autrice dessinatrice illustratrice, je ne sais pas trop comment on dit. Donc j'avais bien aimé les dessins, mais j'avais pas trop aimé l'histoire de Mauvais genre. Mais je trouve que les dessins sont très très beaux, très bien faits, très réalistes avec des très jolies couleurs. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Et ensuite j'ai pris Ce qui reste. Et alors là, j'avoue, je l'ai pris un peu au hasard, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je trouve que les dessins, ça fait très bande dessinée. On est moins sur des romans graphiques que j'ai l'habitude de lire, donc on va voir ce que ça va donner. Vraiment. Ça a l'air assez sombre hein, quand même. Voilà. Et j'ai quand même emprunté un roman. J'avoue, j'avais dit que je prendrais pas de roman, mais finalement je suis passée devant et je me suis dit, oh, c'est quand même dommage de ne pas l'emprunter. En sachant qu'il est bien sûr tout petit. C'est donc On était des loups de Sandrine Colette, donc publié chez JC Lattès. Alors depuis, je crois qu'il est sorti en poche. Il me semble qu'il est en version audio aussi, si vous le voulez. Et en fait, il est vraiment tout petit. Il fait à peine 200 pages. Ouais, 195 pages. Donc voilà, je pense que je vais le lire très prochainement. Hello, juste un petit message vidéo pour vous dire que je ne vous oublie pas. Nous sommes actuellement à Copenhague pour quelques jours, puisque demain c'est mon anniversaire. Donc on avait prévu cette petite virée européenne. Et ça fait du bien, c'est vraiment très cool. Donc je vous emmène un peu avec moi, je vais vous prendre quelques plans vidéo. Et juste pour vous dire que du coup, j'ai emmené avec moi quelques lectures. J'ai emmené le tome 4 de Blackwater, je sais pas si vous verrez bien. Et j'ai également emmené Les sorcières de Pendle de Stacy Hall.
Voilà, je vous ferai un récap de tout ça quand je rentrerai. Allez, sur ce, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Hello, on se retrouve, on est mardi midi, mardi 10 octobre. Voilà, donc je m'excuse, j'ai vraiment traîné à venir vous reparler. La semaine dernière a filé à toute allure. Le week-end dernier, enfin ce week-end, on est rentré hier, on était à Copenhague. Et du coup, bah, ça a été un peu chaud au niveau timing, au niveau temps, donc je n'ai pas pris le temps de vous reprendre en vidéo. C'est donc désormais chose faite puisque je viens vous parler lecture, bien sûr. J'ai vraiment pas mal de choses à vous dire parce que pour le coup j'ai pas mal lu. La semaine dernière j'ai lu Naufrage de Vincent Delecroix que j'ai reçu, donc aussitôt reçu, aussitôt lu. Donc ça c'est pas mal, au moins je vais pouvoir vous faire un retour complet en un seul carnet de lecture, ce qui est pas une chose qui arrive assez fréquemment en tout cas, donc c'est pas mal que je puisse faire ça. J'ai également lu le tome 4 de Blackwater, La Guerre, que j'ai lu pendant mon allée, pendant le vol Nantes-Copenhague, c'est pour vous dire à quel point je l'ai dévoré. Et j'ai également lu Peur bleue de Matou, dont je viendrai vous reparler, qui n'est pas là d'ailleurs, il faudrait que j'aille le chercher, ce serait pas une mauvaise idée. Je vais aller le chercher. C'est bon, je suis prête. Donc je commence avec mon avis lecture sur Naufrage de Vincent Delecroix, qui est un auteur que je ne connaissais pas. Je découvre donc sa plume avec ce roman qui m'a été envoyé très gentiment par Babelio dans le cadre de la masse critique qu'ils organisaient et qui m'a également été envoyé par Gallimard. Donc merci beaucoup parce que je ne sais pas si je l'aurais lu si je ne l'avais pas reçu dans ce cadre-là. Donc voilà, merci. Petit livre, comme vous pouvez le voir, il fait 130 pages, donc c'est pour ça que je l'ai lu aussi rapidement. Naufrage raconte l'histoire d'une opératrice d'un centre de surveillance qui n'a pas envoyé d'équipe de secours après l'appel à l'aide d'un bateau de migrants qui a sombré dans la Manche en novembre 2021. Donc c'est un roman, hein, c'est vraiment une histoire romancée, mais c'est tiré d'un fait réel, hein, puisque ce naufrage a vraiment eu lieu en 2021. Le roman il est très court, il se focalise pendant toute la première partie sur l'entretien entre l'opératrice et la gendarme qui l'interroge. La seconde partie du roman nous fait vivre le naufrage en direct, hein, puisque l'on se retrouve dans la peau des migrants. Et la troisième partie revient plutôt sur les états d'âme de l'opératrice et pose notamment pas mal de questions sur la responsabilité collective. Ce roman m'intéressait beaucoup, comme vous pouvez vous en douter, parce que c'est un sujet d'actualité qui fait énormément parler. C'est un sujet courant qu'on voit très régulièrement. Je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans que l'on parle des migrants dans les médias ou aux infos. Donc j'étais vraiment curieuse de voir comment Vincent Delecroix allait traiter ce sujet et particulièrement le naufrage de 2021. J'ai apprécié l'originalité de l'histoire et la façon de traiter le sujet. J'ai trouvé que c'était très original, une façon de traiter ce sujet qu'on ne voit pas beaucoup dans la littérature. Enfin, en tout cas, moi, je ne la vois pas trop passer. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Par contre, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout, adhéré au personnage principal qui est l'opératrice, que j'ai trouvé extrêmement fade, que j'ai trouvé très froide et avec une personnalité très complexe. Et du coup, c'est très probablement une volonté de l'auteur hein, de créer ce personnage de cette façon-là. Mais moi j'ai vraiment eu du mal à suivre ses pensées, j'ai eu du mal à comprendre un peu son état d'esprit pendant toute la première partie du roman et ça a été assez complexe pour moi à lire. La seconde partie pour moi c'est celle qui est la plus intéressante mais c'est aussi celle qui est la plus courte puisque l'auteur réussit à retranscrire à la perfection le drame qui se déroule sous nos yeux, l'urgence qui se dégage de ce bateau de migrants qui est en train de sombrer, l'horreur de la situation, enfin tout est terriblement bien retranscrit, c'est vraiment prenant, j'en ai eu les larmes aux yeux.
C'est une partie qui fait peut-être 10-15 pages, mais c'est une partie extrêmement émouvante et vraiment prenante. Donc ça, pour moi, c'est le point fort du roman, vraiment. Euh, j'ai tout de même réussi à sécher mes larmes très rapidement quand je suis passée sur la dernière partie qui pour moi était bien trop répétitive et bien trop longue à mon goût. C'est dommage parce que vraiment ça a été une lecture en dents de scie. On partait sur une première partie très longue avec une seconde partie hyper prenante où là j'arrivais même plus à lâcher le livre tellement j'étais prise dans l'histoire. Et une troisième partie qui du coup repart un peu très répétitive, pas beaucoup de rythme finalement et moins intéressante à mon goût. Vous l'aurez compris, c'est donc une lecture en demi-teinte pour moi. J'aurais préféré vraiment que l'auteur développe un peu plus cette seconde partie qui pour moi est le cœur du roman, plus que les deux autres parties que j'ai trouvées vraiment presque insipides on va dire. Mais ça reste un roman intéressant à lire sur le sujet, et c'est un sujet ô combien intéressant, ô combien passionnant, ô combien important. Et du coup, c'est vraiment primordial, je trouve, d'écrire sur ce sujet-là. Donc merci Vincent Delecroix pour l'avoir fait, parce que vraiment, c'est important. Voilà un petit peu mon retour sur Naufrage. Ça me fait penser sur cette thématique des migrants. Si vous voulez lire quelque chose, parce que c'est vrai que franchement, moi je suis en train de réfléchir, j'ai rarement vu passer des livres sur le sujet. Mais si vous voulez lire quelque chose qui pour le coup n'est pas un roman, c'est un roman graphique, c'est l'Odyssée d'Hakim qui est un roman graphique en 3 tomes qui est dessiné et rédigé par Fabien Toulmé et vraiment c'est extrêmement prenant, très très beau, très très bien fait. C'est basé d'une histoire vraie en fait, hein, c'est la traversée d'un migrant depuis la Syrie jusqu'en France, donc ça se déroule sur 3 tomes, le voyage se découpe en 3 tomes. Et c'est vraiment une histoire vraie, c'est le migrant qui est mis en exergue dans ces 3 tomes-là, qui a vraiment raconté son histoire à Fabien Toulmé. Et c'est extrêmement bien fait. Donc si vous avez envie de lire quelque chose sur le sujet, je vous recommande l'Odyssée d'Hakim. Après, bien sûr, Naufrage peut également être un bon sujet et une bonne façon... une bonne entrée en matière entre guillemets pour appréhender un peu le sujet, même si voilà encore une fois je regrette que la deuxième partie n'ait pas été assez développée et qu'on ait beaucoup de répétitions et un personnage un peu trop froid à mon goût. Ensuite, rien à voir, j'ai lu Peur bleue de Matou. C'est c'est le premier roman graphique que je lis de l'autrice et de la dessinatrice. Alors vous allez me dire, ok, tu vis dans une grotte, tu n'as jamais entendu parler de Matou. Alors si, j'ai déjà entendu parler de la dessinatrice, mais c'est vrai que j'avais encore jamais eu l'occasion de lire quoi que ce soit d'elle. Et même de faire connaissance avec les illustrations, hein, parce que c'est vrai que je connais pas du tout. Je vous remontre un petit peu, je vous avais mis quelques planches je crois au début, mais je vous remontre. Là on est sur des couleurs très sombres, soit dans les tons un peu bleus, soit dans les tons noirs et blancs. On est sur ce genre de camailleux de bleu on va dire, et de ton, donc c'est assez froid comme ton, mais ça va avec le sujet. Donc voilà. Du coup, Peur bleue, ça raconte quoi? Eh bien écoutez, ça raconte les peurs de l'autrice, tout simplement. Peur bleue, c'est un condensé de toutes les peurs que l'autrice peut avoir. Alors, on va avoir aussi bien des peurs, entre guillemets, communes, comme la peur du noir, comme la peur de l'avion, et des peurs un petit peu plus viscérales, un peu plus... Enfin, qui peuvent être parfois communes, mais qui sont un peu plus viscérales, un peu plus profondes, on va dire. Vous avez par exemple la peur de mourir, la peur de dire non, vous avez la peur aussi par rapport aux enfants, je crois. Ah oui, la peur de la surchauffe, la peur de l'imposture, donc vous avez beaucoup de peurs qui sont développées. Et en toute honnêteté, ça fait du bien de lire ce roman. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre de dire que lire quelque chose sur la peur, ça fait du bien. Eh bien oui, ça fait du bien parce qu'en fait, on relativise énormément quand on lit le roman graphique de Matou. Et on se dit, ok, il n'y a pas que moi qui ai peur de ça, et ça reste une peur... pas normale, mais c'est... Voilà, si, entre guillemets, c'est un roman graphique qui banalise un petit peu la peur, qui nous dit, ok, vous avez peur, très bien, et ben c'est ok. C'est possible d'avoir peur, c'est pas quelque chose d'affreux, c'est pas grave, voilà. Donc ça fait du bien, en fait, de lire ce genre de roman graphique. C'est vraiment bien fait.
C'est émouvant, franchement c'est émouvant parce qu'on ressent vraiment la puissance et toute l'émotion que l'autrice veut transmettre dans ce roman et vraiment c'est vraiment un chouette roman graphique que je vous recommande. Alors ça se lit très vite, hein, c'est un roman graphique donc je pense qu'en 1 ou 2 heures de temps, en une petite soirée vous l'avez lu, mais c'est vraiment bien fait. Donc Peur bleue de Matou. Ça m'a vraiment donné envie de découvrir un peu plus la dessinatrice, l'autrice, donc si jamais vous avez d'autres romans graphiques à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire et à me faire vos suggestions en commentaire. C'est vraiment important pour moi d'avoir d'autres retours de votre part. J'ai vu d'ailleurs qu'elle avait sorti, je crois qu'elle sort tous les ans un agenda papier. Alors moi je suis surtout agenda électronique, enfin voilà, on a un agenda partagé avec mon conjoint, enfin on fonctionne beaucoup à l'électronique, mais c'est vrai que je me dis que des fois c'est pas mal aussi d'avoir des listes écrites ou des agendas papier, donc à voir, pourquoi pas pour l'année prochaine. Dernier retour que je voulais vous faire, c'était le tome 4 de Blackwater. Alors désolé, il brille de mille feux. Il s'agit de La Guerre. Donc dans ce tome 4, on retrouve bien évidemment la famille Casquet qui est vraiment le fil conducteur de toute cette saga. Donc on retrouve Oscar, Elinor, Sister et tous les autres. On les retrouve dans une situation un petit peu particulière puisque on sent que le pouvoir change un petit peu de main, que la tête de la famille n'est plus la même, voilà. On ressent un petit peu tout ça. Et en fait, on continue de suivre l'évolution de cette famille. On suit particulièrement dans ce tome-là l'évolution de Myriam et Frances, les filles de Elinor et Oscar. Et c'est vraiment pas mal, c'est chouette en fait d'en apprendre un peu plus sur ces deux personnages. Donc j'étais contente de découvrir Elinor, enfin pas Elinor, Frances et Myriam sous un autre angle. Donc voilà un petit peu l'histoire. On découvre un peu plus en fait si vous voulez l'histoire de la génération d'après. Donc vous avez Myriam, Frances, vous avez Lucille, vous avez Django, vous avez Malcolm, vous avez tous ces personnages là que l'on retrouve un petit peu plus et que l'on découvre d'autant plus dans ce tome. C'est un tome que j'ai bien aimé, mais je l'ai moins apprécié que le tome précédent, La Maison, que j'avais trouvé carrément explosif. Le tome 3 se termine sur une scène finale assez incroyable et c'est vrai que dans le tome 4, on retrouve un petit peu moins ce côté explosif, même si voilà, on continue vraiment à suivre l'histoire de la famille. Il y a des événements, hein, il y a beaucoup d'événements majeurs qui se passent dans ce roman, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur quelque chose d'explosif, en tout cas pas autant. Après, ce qui est très appréciable dans ce roman et que je trouve qu'on avait moins dans La Maison, le tome 3, c'est le côté fantastique qui revient un petit peu plus sur le devant de la scène. Et là, on a un peu plus de billes, on a un peu plus d'éléments, un peu plus d'informations sur le côté fantastique de la saga. Donc ça, c'est vraiment appréciable et j'ai bien aimé ce côté-là. Voilà, ça nous met l'eau à la bouche pour la suite de la saga, puisque là maintenant il me reste plus que 2 tomes que j'espère lire très bientôt. En tout cas, si vous recherchez une saga fantastique, alors avec des petites touches de fantastique, on n'est pas dans du fantastique à 100%, et bien écoutez, Blackwater ça peut vraiment faire l'affaire pour vous, donc n'hésitez pas à vous noter le nom de cette saga, je pense que vous l'avez vu passer un nombre de fois incalculable sur les réseaux, mais à juste titre parce que vraiment c'est très bien écrit. Sinon, côté lecture, j'ai j'ai fait n'importe quoi, encore une fois. J'ai donc 3 lectures papier en cours et une lecture audio. Donc là, il va vraiment falloir que ça se termine quand même parce que sinon ça va être compliqué. Première lecture papier que j'ai, enfin c'est une lecture e-book pour le coup, c'est un partenariat avec Ned Gallet et la maison d'édition Exo. C'est le dernier roman de Mireille Calmel qui est... J'ai un trou sur le titre. Le dernier Templier. Le dernier des Templiers. Enfin, je sais plus, quelque chose avec les Templiers. Je l'ai en cours, mais je l'ai mis en stand-by. J'ai lu peut-être les 2-3 premiers chapitres. J'ai un peu du mal à rentrer dans l'histoire, donc pour le moment, je laisse un peu de côté. Mais il faut vraiment que je le reprenne là, dans l'idée. J'aimerais bien le reprendre d'ici la fin de la semaine, donc à voir. Sinon, j'ai également commencé L'Hôtel aux oiseaux de Joyce Maynard que j'ai acheté quand j'avais eu l'occasion de la rencontrer à la rencontre qui avait été organisée par la librairie Coiffard début septembre.
Donc là j'ai commencé, franchement j'aime bien, j'en suis page 87, mais en fait je l'ai mis en stand-by parce que je voulais pas prendre un grand format quand je suis partie à Copenhague, donc du coup je l'avais mis de côté. C'est pour ça que j'avais pris Blackwater, parce que bon, vous voyez bien qu'entre Blackwater et l'hôtel aux oiseaux, bon en termes de taille, il n'y a pas photo. Et j'avais également pris en plus de Blackwater Les sorcières de Pendle de Stacey Halls. Alors là franchement j'ai bien avancé, j'en suis page 327, c'est pareil je l'ai lu presque exclusivement à l'aéroport et dans l'avion. J'aime vraiment beaucoup pour l'instant, je viendrai vous en reparler, mais vraiment je m'attendais pas à aimer autant. J'avais lu de la même autrice Stacey Halls, L'orpheline de Foundling, l'année dernière, que j'avais bien aimé, ça n'avait pas été un coup de cœur parce qu'il y avait certains éléments qui me manquaient un peu, mais j'avais bien aimé, et là franchement je trouve que c'est vraiment pas mal. On retrouve la plume de l'autrice et c'est globalement très addictif. Le personnage principal est très charismatique, donc ça donne quelque chose de plutôt intéressant. Je viendrai vous en reparler, je vous fais pas de résumé maintenant, je vous en reparle pas trop en détail, mais sachez que pour le moment c'est une bonne lecture. Et sur ma lecture audio, je vous en reparlerai aussi, j'en suis à 50%. Là il me reste un peu de temps sur ma pause déjeuner, donc je vais aller me promener un peu, je pense que je vais mettre mes écouteurs et ma lecture audio, et profiter un peu du soleil, puisqu'il fait... Alors c'est affreusement triste pour l'environnement et pour la planète, mais il fait 29 degrés et nous sommes le 10 octobre. Voilà. Donc bon, après on va pas... Il y a du soleil, donc je vais en profiter, hein, mais effectivement ça donne un peu le ton pour les années à venir, je pense. On est vendredi soir, il est 17h45, je viens tout juste de quitter le bureau, je file chercher mon fils et après on va chez le coiffeur, enfin bon bref. Ça on s'en fiche, c'est pas ça le propos. Le propos est que je n'ai pas eu beaucoup de temps à moi cette semaine parce que j'ai passé ma semaine à courir, j'ai une charge de travail assez dense en ce moment, mais bon, c'est comme ça, je pense que ça va se calmer d'ici 2 semaines quand tu auras les vacances de la Toussaint, mais pour l'instant c'est bien chargé. Du coup j'ai quand même pas mal avancé sur mon livre audio, donc ça je suis plutôt contente. Je suis en train d'écouter un livre audio en partenariat avec Ned Gallet, encore. Il s'agit de La petite fille sous la neige de Javier Castillo et franchement j'aime bien. Je suis beaucoup plus emballée par l'histoire que le dernier qui était Madame Mort a disparu, que j'avais pas trop aimé. Là franchement je suis à fond dans l'histoire, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. On est sur un roman, sur un thriller. Un thriller qui se passe aux alentours de Thanksgiving. Enfin, en tout cas, il y a un enlèvement, je reprends. Il y a un l'enlèvement d'une fillette pendant la parade de Thanksgiving. Et en fait, tout est basé autour de ça, l'enlèvement de cette fillette qui s'appelle Kira Templeton. Donc, je vous en reparlerai bien évidemment plus en détail avec un petit peu plus de contexte parce que là, c'est un peu décousu ce que je vous raconte. Mais franchement, pour le moment, j'aime bien. C'est un bon thriller. Voilà. J'en suis à 60% d'écoute, donc j'ai quand même bien avancé. Je vous en reparlerai très probablement dans le prochain carnet de lecture. Allez, sur ce, j'arrête de parler et je vous reprends un petit peu plus tard. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi et je viens clôturer ce carnet de lecture. J'ai encore quelques petites choses à vous dire avant de clôturer le carnet. Donc, j'ai un petit unboxing à faire avec vous. Et j'ai un retour lecture, un avis à vous donner sur Les sorcières de Pendle de Stacey Halls que j'ai terminé. En début de semaine là. Donc du coup, je vous fais un retour sur ce livre. Mais avant ça, petit unboxing. Donc comme je vous disais, je sais de qui ça... Enfin non, je ne vous l'ai pas dit, mais je sais de qui ça vient. Donc j'ouvre avec vous ce carnet. Je m'excuse avant tout pour le bruit. Donc c'est une petite enveloppe, mais j'ai l'habitude maintenant de ces petites enveloppes. Ouh, c'est toujours très bien emballé. Coucou Sybille, voici des petites nouveautés pour toi. J'espère qu'elles te plairont. Bonne lecture, Eve. Eh bien, merci beaucoup, Eve. Oh, et vous avez un code promo sur tout le mois d'octobre.
vous avez moins 20% sur toute sa boutique. Avec le code Sibylle20, donc je vous le remettrai juste là, comme ça vous l'aurez. Bon, alors, si vous suivez mes carnets de lecture, ça va pas être une nouveauté pour vous, parce que Eve m'envoie régulièrement ces petites créations. Et j'avais fait un concours où j'avais fait gagner ces petites créations, donc c'est pas une nouveauté si vous me suivez depuis un petit temps. Je vous mets sa carte ici. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En fait, j'aime beaucoup parce que vous allez voir, ces marque-pages et toutes ces créations de papeterie ont des petites citations que je trouve très très sympathiques et toujours très bien trouvées. Oh là là, c'est trop beau. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Oh, une petite carte bookstore. Alors là, on est presque sur fin automne, début hiver, hein, avec les petits chapeaux de Noël et le petit sapin là. C'est trop beau, j'aime beaucoup. Et elle m'a envoyé également deux petites nouveautés. Alors une nouveauté plutôt automne et une nouveauté plutôt hivernale après. Donc je vous montre son marque-page automnal. Je sais pas si vous verrez bien. Donc la petite citation que Eve a choisie, c'est ralentir, c'est se donner du temps, choisir de prendre le temps pour vivre plus et savourer. Alors en fait moi j'aime beaucoup ces marque-pages parce que je les trouve déjà très très beaux, et en plus de ça ce que j'aime bien c'est que ces petites citations c'est toujours hyper cool. Vous reprenez votre livre, vous ouvrez le livre à la page que vous aviez, enfin où vous aviez glissé votre marque-page, et vous avez cette petite citation là, et des fois ça fait juste du bien après une grosse journée ou quand vous avez envie de vous détendre, de reprendre le marque-page, de relire la citation, et bah voilà, ça vous permet de relativiser, de prendre un peu de recul, et ça fait toujours vachement de bien. Donc ça c'est vraiment top, je le trouve très très beau celui-là. D'ailleurs, chose que je ne vous ai peut-être pas dit, c'est que Eve elle est également thérapeute, donc elle fait ces petites créations de tableaux, marque-pages et papeterie en règle générale, mais elle est également thérapeute, d'où les petites citations comme ça qui permettent également de relativiser, de prendre un peu de temps pour se recentrer, et ça c'est vraiment chouette. Et donc un autre marque-page, j'espère que vous verrez bien, plutôt hivernal cette fois-ci, plutôt même pour Noël. Chaque jour peut être un Noël et chaque jour est une nouvelle année. Voilà, donc très très joli. J'aime beaucoup, hein, vraiment. Et la petite carte qui est juste vraiment magnifique. Donc je vais me garder la petite carte pour Noël. Là je pense que je vais la mettre sur mon bureau, histoire de faire une petite décoration hivernale. Ce sera sympa. Bon, on n'est pas encore en hiver, mais je me la garde sous le coude. Donc merci beaucoup Eve, comme d'habitude, je trouve que c'est très très beau ce que tu fais, et je te remercie vraiment du fond du cœur de penser à moi à chaque fois, parce que ça me fait toujours très très plaisir de recevoir tes petites enveloppes avec ces belles attentions. Et donc pour terminer cette séquence vidéo, et pour terminer cette vidéo tout court d'ailleurs, je voulais vous faire un petit retour sur Les Sorcières de Pendle de Stacey Halls. Alors ça fait une éternité qu'il traîne dans ma palle celui-ci. Donc je suis vraiment contente de l'avoir enfin lu. J'avais beaucoup apprécié l'année dernière L'Orpheline de Foonling, qui était de la même autrice. J'avais beaucoup aimé la plume notamment, que j'avais trouvé très touchante. Et ça avait fait beaucoup... Enfin, ça apportait énormément au récit, je trouvais, cette plume. Et donc du coup j'étais très contente de retrouver la plume de Stacey Halls dans un autre univers. Donc, ce roman se passe en 1612. Fleetwood Shuttleworth a déjà 17 ans. C'est une jeune châtelaine de 17 ans. Et elle vit au domaine de Gawthorpe Hall, quelque chose comme ça, avec son mari Richard. Elle est enceinte pour la 4e fois, et ayant déjà fait 3 fausses couches, elle s'inquiète énormément pour cette 4e grossesse. Et par pur hasard, elle croise le chemin de Alice Gray, une jeune sage-femme qui a des connaissances très poussées en plantes médicinales. Et donc Fleetwood décide d'embaucher Alice pour le suivi de sa grossesse. Sauf que malheureusement, en parallèle, en même temps, il se
se déroule, on va dire, un procès, un immense procès pour sorcellerie au sein de leur communauté. Alors ça se passe dans le Lancashire. Donc voilà. Et je ne vous en dis pas plus sur l'histoire parce que l'objectif n'est pas de vous spoiler, donc je vous donne simplement ces éléments-là. Vous l'aurez compris, c'est un roman qui parle de sorcellerie. Attention quand même, si vous vous attendez à ce qu'on retrace le procès 2612, le procès pour sorcellerie de 1612 en Angleterre, vous allez être déçus parce qu'on ne retrace absolument pas ce procès-là. On est plutôt sur un roman qui traite des relations entre femmes à cette époque-là, de l'amitié, de l'entraide et du climat de tension qu'il pouvait y avoir, mais on ne traite pas et on ne relate pas tous les faits liés à ce procès-là. Donc si c'est ça que vous recherchez, passez votre chemin, ça vous plaira peut-être pas. En revanche, si vous avez envie d'une histoire basée sur ces faits-là, je pense que celui-ci peut tout à fait faire l'affaire. La puissance du roman, à mon sens, réside dans les faits historiques, puisque le procès pour sorcellerie en 1612 en Angleterre a réellement eu lieu. Et donc, cette grosse méfiance envers les femmes et envers les soi-disant sorcières, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'étaient pas, des sorcières. Euh, cette méfiance, elle est vraiment basée sur des faits réels et c'est ça en fait qui fait toute la puissance du récit. Et c'est en ça que le récit est extrêmement prenant, à mon sens, bien évidemment. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Comme je vous disais, on retrouve la plume de l'autrice que j'avais déjà beaucoup appréciée dans L'orpheline de Foonling. C'est une plume qui est très touchante, très émouvante, qui va quand même droit au but et ça se prête parfaitement à ce genre de récit. Vraiment, c'est très très bien. C'est très bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. Là où par contre j'ai été un peu pas déçue, mais déroutée plutôt, c'est concernant le personnage de Fleetwood. Alors, c'est vraiment très bien fait parce que on a un récit à la première personne du singulier, donc on a une narration à la première personne, ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'émotions, ce qui nous permet d'appuyer sur les sentiments du personnage principal qui est Fleetwood. En revanche, il y a des choses qui m'ont un petit peu décontenancée dans le sens où Fleetwood, elle a des pensées très avant-gardistes. Alors c'était quelque chose que j'avais déjà repéré dans l'orpheline de Foundling et que j'avais trouvé réellement très bien fait. C'est vraiment un petit plus que j'avais trouvé très sympa dans cette histoire-là. Mais en l'occurrence, dans Les Sorcières de Pendle, ça fonctionne beaucoup moins bien pour moi. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup trop gros, presque irréaliste en fait. Fleetwood, elle a des pensées et elle a une façon de voir les choses qui n'est pas du tout en adéquation avec la façon de penser de l'époque et elle a vraiment un côté féministe qui me semble pas forcément collé avec l'époque de 1612 en Angleterre. Donc bon, en sachant en plus qu'elle a 17 ans, elle a vraiment des sentiments très matures en fait pour son âge et du coup j'ai trouvé que ça m'a vraiment déconcertée parce que je me suis dit bon, pas sûr que ça fonctionne vraiment cette histoire. Mais à côté de ça, vous avez la plume de l'autrice qui fonctionne bien, vous avez l'ambiance, vous sentez la méfiance des femmes, vous ressentez la tension qu'il y a, vous ressentez tout ça en fait, et vous prenez vraiment d'intérêt pour la fameuse Alice Gray qui est sage-femme, qui a des connaissances en plantes médicinales et qui malheureusement se retrouve au mauvais moment, au mauvais endroit entre guillemets, et ça c'est vraiment très bien fait. Donc bon, ça reste une bonne lecture, moi j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si j'ai préféré celui-ci ou l'orpheline de Foundling parce que pour moi ils sont tous les deux très bien. Mais c'est vrai que dans celui-ci, le côté avant-gardiste m'a un petit peu plus décontenancé que dans l'orpheline de Foundling où je trouvais que c'était un petit peu mieux fait. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour ce carnet de lecture que je vais clore dès maintenant. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. J'espère que vous aurez noté des idées lecture pour les prochaines semaines et pour cet automne qui arrive enfin, puisque enfin les températures commencent à baisser. Enfin, en tout cas, je parle bien évidemment pour nous dans l'ouest de la France. C'est peut-être pas le cas dans le sud, mais en tout cas ici, ça commence à baisser. Donc j'espère que vous aurez noté des petites lectures automnales.
et que ce carnet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les livres que je vous ai présentés cette semaine et si vous les avez appréciés ou non. Et puis sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!